Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble quels sont les usages en finance décentralisées en Europe. Une question que nous poserons à Alexis Bourdilla, le fondateur de Ready. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au partage de la valeur en entreprise, à l'épargne salariale, comment mettre en place un dispositif d'épargne salariale dans son entreprise et plus spécifiquement dans une PME. Nous en parlerons avec Alexandre Péricard, directeur général d'Uzès Gestion, mais aussi avec Arnaud Aymar, président de NOS. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous regarderons quelles sont les perspectives d'investissement en 2025 et nous demanderons comment est-ce que l'on peut passer par exemple de l'assurance vie au private equity avec Eric Couder, président de la financière de la Seine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quels usages de la finance décentralisée en Europe? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'écho des cryptos. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Bourdilla. Bonjour Alexis Bourdilla. Bonjour Nicolas et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Ready et le sujet qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'était comprendre un petit peu. Effectivement, on parle beaucoup de finances décentralisées, on parle beaucoup de crypto-monnaies, crypto-actifs, mais on a parfois un peu de mal à comprendre quels sont les usages qu'on peut faire d'un système de finances décentralisées sur le sol européen. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut réellement faire sur le sol européen, Alexis Bourdilla? Alors, vous l'avez mentionné, en fait, on parle d'un système de finances décentralisées. Qu'est-ce que la finance décentralisée aujourd'hui? En fait, la blockchain, elle permet beaucoup d'usages et de réduire les intermédiaires grâce à un registre où les transactions sont immuables, donc elles sont définitives, où les transactions sont transparentes et publiques. Bien sûr. Donc ça élimine des intermédiaires comme des banques, par exemple. Aujourd'hui, les banques dans l'écosystème traditionnel, elles servent quand même à beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Oui. À beaucoup d'usages. Donc, par exemple, faire du change entre devises, faire des prêts, du crédit. Gérer des dépôts. Gérer des dépôts. Et donc, tous ces usages, en fait, il faut qu'on les recrée sur la finance décentralisée. D'accord. Pour permettre à toutes les transactions financières de se dérouler sans problème sur la blockchain. Donc, c'est un deuxième monde financier qui se crée quelque part, mais décentralisé. Exactement. Avec pourtant des usages, les usages finalement gérés par des institutions centralisées en finance traditionnelle. Il faut qu'on retrouve ces mêmes usages en finance décentralisée. Exactement, mais sans intermédiaire. Donc, en fait, ce sont directement les utilisateurs qui disposent de liquidités qui peuvent verrouiller un peu leur liquidité sur un certain cas d'usage, donc soit le change entre un cryptoactif A et un cryptoactif B, soit par exemple le prêt-emprunt, mais avec une garantie en face. Et pour ces cas d'usage-là, quand ils fournissent leur liquidité, ils perçoivent un rendement. D'accord. Donc aujourd'hui, pour remplacer les activités économiques qui sont nécessaires aux transactions financières sur la blockchain, on a des utilisateurs qui font ce rôle d'intermédiaire pour fournir la liquidité, pour permettre justement au système financier décentralisé de se dérouler sans accroc. Quand vous dites utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrepreneurs, sociétés qui se sont développés dans un écosystème de finances décentralisées, ou on parle d'utilisateurs bénévoles quelque part qui acceptent de gérer ce rôle? En fait, aujourd'hui, il y a ces deux types d'acteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont créé des protocoles souvent décentralisés, donc ils ont créé toute l'infrastructure, ils l'ont mise à disposition des utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont des utilisateurs qui s'intéressent à l'écosystème crypto-monnaie et qui perçoivent des opportunités de rendement. Aujourd'hui, ces rendements, ils sont décorrélés. On fournit un actif A contre un actif B. Souvent, c'est un stablecoin lié au dollar et on perçoit du rendement en dollars. D'accord. Et donc aujourd'hui, pour bien comprendre, ça veut dire qu'on a une crypto-monnaie ou un crypto-actif A, donc ça, très bien. Alors, pas Bitcoin, mais donnons un autre nom. Si, ça peut être du Bitcoin contre du dollar, par exemple. D'accord. Enfin, contre un stablecoin dollar.
Tout à fait, contre un stablecoin dollar ou contre un stablecoin euro ou n'importe quel crypto. Et là, le change est rémunéré pour passer d'une crypto à une autre, et c'est là où potentiellement on peut avoir du rendement lorsqu'on est sur ce type d'activité. C'est ça ? D'accord. Alors ça vient avec des risques. Il y a un risque directionnel qu'on peut contrôler, qu'il faut maîtriser. Le risque directionnel, c'est quoi ? C'est l'évolution la valeur des deux actifs qu'on met dans cette réserve de liquidité. Mais en tant qu'investisseur, on met 50% en Bitcoin dans l'exemple, 50% en dollars. Et puis, donc, tous les investisseurs peuvent mettre ça en commun dans une réserve. Et les utilisateurs, quand ils ont besoin de faire une opération de change entre ces deux cryptoactifs, ils viennent en déposer un, en reprendre un. D'accord. Et le mécanisme de fixation du prix est automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un réponde « OK, on valide la transaction ». L'utilisateur réalise sa transaction, le change est fait. C'est le principe de la décentralisation. D'accord. Et en face, du coup, les investisseurs qui placent leur liquidité dans ce type de produit, ils doivent évaluer les risques qui sont liés à ce type de produit, parce qu'effectivement, derrière les utilisateurs, c'est du code informatique, ils utilisent les fonctionnalités qui sont développées. Donc nous, on regarde vraiment quels sont les niveaux de risque sur ces différents produits. D'ailleurs, aujourd'hui, d'autres types de produits intéressants, ce sont les prêts-emprunts que je pourrais évoquer, mais en fait, on met en collatéral un actif qui est surcollatéralisé, donc il y a une garantie plus importante. D'accord. Et il y a un risque, le risque que l'emprunteur ne repaye pas son prêt est mitigé par le fait qu'il y a un collatéral qui est plus important. Une sorte de garantie, quelque part. Okay. Comme un crédit lombard en finance traditionnelle. Pour bien comprendre, quand vous parlez de produits, ça veut dire qu'on parle de produits d'investissement, ou ça veut dire qu'on est dans une stratégie d'acquisition de différentes cryptos et ensuite de jouer sur les taux de change pour potentiellement générer du rendement? Non, c'est pas ça, c'est pas l'équivalent du Forex. C'est pas ça. Alors on peut tout faire, on peut développer des stratégies, mais c'est pas ce dont vous nous parlez là. Oui. Aujourd'hui, ce sont des stratégies comme une activité bancaire. Lorsqu'elle enregistre des dépôts et qu'elle réalise des crédits, elle gagne sur sa marge d'intermédiation. Bien sûr. Aujourd'hui, du coup, les applications décentralisées qui sont créées, par exemple, proposent un taux d'intérêt, demandent un taux d'intérêt à l'emprunteur, fournissent un taux d'intérêt un tout petit peu inférieur au prêteur. D'accord. Et donc, de manière décentralisée. Et donc on peut devenir prêteur, en fait, c'est ce que vous nous dites. D'accord. On peut devenir prêteur de manière transparente et on peut choisir l'actif qu'on veut en collatéral. Et en fonction des protocoles, il y a différents risques à analyser. Et aujourd'hui, par exemple, sur ces produits-là, le rendement donc ces produits prêt-emprunt, ils se font souvent en dollars. Les acteurs apprécient beaucoup emprunter du dollar. D'accord. Aujourd'hui, il y a 30 milliards de dollars qui sont dans ces réserves de prêt-emprunt pour des rendements entre 5 et 12%. Ça fluctue et ça dépend vraiment des conditions de marché. Mais nous, on arrive à analyser les risques et à considérer les bonnes opportunités de rendement sur ces sujets. Et aujourd'hui, il y a 7 millions d'utilisateurs en Europe sur la finance décentralisée. On n'aura pas forcément le temps de parler d'un troisième dispositif qui est le stacking, mais qu'on a déjà évoqué dans l'émission. Mais si on reste effectivement sur ces transactions Bitcoin dollar, ou en tout cas stablecoin dollar, ou sur ces prêts et emprunts, quel impact si Bitcoin caracole en tête des graphes, ou au contraire s'effondre momentanément sur l'année 2025 ? Alors, par exemple, sur le prêt-emprunt, donc un emprunteur qui met un Bitcoin en collatéral, il pourra, si le Bitcoin il vaut 100 000 $, il ne pourra emprunter que 75 000 ou 80 000 $. D'accord. Et le système, donc c'est vraiment du code sur la blockchain. Dès que le Bitcoin franchit à la baisse 90 000 $, le prêteur peut saisir le Bitcoin, le vendre en une transaction auprès de l'autre produit qui sont les liquidity pools, les réserves de liquidité pour faire le change. Donc il le vend instantanément en utilisant ces mécanismes finance décentralisés et il récupère le dollar plus une petite prime de liquidation parce que pour pénaliser le Bitcoin, pas le dollar. Non, il récupère le Bitcoin et il le change tout de suite en dollars. Ah, il récupère ensuite la somme en dollars. Oui, d'accord. Pour couvrir le prêt qu'il a fait. Donc en fait, il y a des mécanismes vraiment de liquidation qui font que c'est comme un crédit lombard. Il faut tout
le temps que la collatérale ou du repo en finance traditionnelle, il faut tout le temps que le collatéral soit supérieur au montant emprunté. Et donc pour le prêteur, il bénéficie vraiment de mécanismes pour mitiger ces risques de crédit. Après, il a besoin de mitiger d'autres risques comme le risque de liquidité. Voilà. Et puis tout rendement appelle aussi un niveau de risque. Et ça, c'est le même fonctionnement, quel que soit le type de finance et d'investissement dont on parle. Il y a toujours ce couple rendement-risque. Merci beaucoup, Alexis Bourdiat, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je vous rappelle que vous êtes le fondateur de Ready. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment mettre en place une stratégie d'épargne salariale au sein de votre entreprise? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui, en lien notamment avec l'entrée en vigueur début janvier de la loi sur le partage de la valeur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine 2 experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Alexandre Péricard. Bonjour Alexandre Péricard. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général d'Uzès Gestion et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Aymar. Bonjour Arnaud Aymar. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de NOS. Alors NOS, on va y revenir. L'idée derrière NOS, c'est justement d'aider les dirigeants à mettre en place des stratégies d'épargne salariale et plus spécifiquement aussi d'actionnariat salarié, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans la structuration et la mise en place d'un dispositif d'actionnariat salarié via le plan d'épargne entreprise, avec comme objectif clair, donc aligner les intérêts des collaborateurs avec ceux du dirigeant en créant un environnement, je dirais, motivant et participatif. On y reviendra dans un instant. On va commencer avant cela avec vous, Alexandre Péricard, peut-être à redéfinir un cadre. Depuis le 1er janvier, il est maintenant obligatoire pour un certain nombre d'entreprises, notamment ce qu'on peut appeler les PME, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur ou d'épargne salariale. Qu'est-ce que ça change pour ces entrepreneurs ou ces dirigeants aujourd'hui ? Alors ça change beaucoup de choses. Ce nouveau cadre, il est posé donc par cette loi sur le partage de la valeur de 2023, de fin 2023, bien sûr, qui transforme en fait une possibilité pour les dirigeants de ces petites entreprises, donc je rappelle c'est 11 à 49 salariés, une possibilité en obligation de mettre à disposition de leurs salariés, de leurs collaborateurs, au moins un dispositif d'épargne salariale. D'accord. Donc ça change fondamentalement la donne, parce que je rappelle, ces petites entreprises en France, c'est 170 000 PME, 11 à 40 salariés, 1 500 000 salariés. Donc c'est très important comme marché à adresser. Et surtout, nous, le regard qu'on souhaite poser sur cette loi, c'est un regard positif, faire en sorte que cette obligation ne soit pas vécue comme une contrainte par le chef d'entreprise, par le dirigeant, mais bien comme une opportunité. Voilà, le sujet, c'est de l'aider, de l'accompagner dans la mise en place de ce dispositif à destination de ses salariés. Mais alors justement, peut-être on va continuer avec vous, Alexandre Péricard, et on posera la même question à Arnaud Aymar. Quand on parle d'épargne salariale, on a souvent eu l'impression qu'on parlait d'un dispositif complexe à comprendre et complexe à mettre en œuvre. Début 2025, est-ce que c'est compliqué pour un dirigeant de mettre en place un dispositif d'épargne salariale ? Alors, les grandes avancées qu'on a pu observer ces dernières années ont tendu vers une simplification des dispositifs. Et cette nouvelle loi, qui fait suite à la loi PACTE de 2019, s'inscrit dans cette continuité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour les petites entreprises de mettre en place ces dispositifs. On parle de la prime de partage qui est très simple à mettre en place. Les accords d'intéressement aussi. L'intéressement peut se mettre en place sur simple décision unilatérale de la direction générale, sans avoir nécessairement à négocier un accord de participation, d'intéressement. Donc le dispositif aujourd'hui il est plus simple à déployer au sein des entreprises. Arnaud Aymar, même constat, c'est plus simple aujourd'hui de mettre en place un dispositif de partage de la valeur ? Je rejoins complètement Alexandre, c'est plus simple. Après, ce qui est important de noter, c'est que surtout aujourd'hui, ce dispositif est là pour aider les entrepreneurs à faire face aux enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. D'accord. On le connaît, ça fait l'actualité aujourd'hui, c'est un contexte économique, politique compliqué. C'est un marché de l'emploi qui se
qui est encore plus difficile. Et cette loi de partage de la valeur s'adresse particulièrement aux entreprises de 11 à 49 salariés. Donc un entrepreneur, quand il cherche à recruter, il est face à des entreprises qui ont des moyens complètement différents, beaucoup considérables. Ouais. Et donc tout l'arsenal de la loi de partage de la valeur, les accords d'intéressement, les accords de participation, l'abondement dans le plan d'épargne entreprise sont là pour faciliter l'entrepreneur face à ces enjeux donc de recrutement, de fidélisation du collaborateur. Ça donne un outil en plus dans un contexte de recrutement pour être attractif, par exemple, quand on est une PME française. Exactement. Je crois que tous les entrepreneurs ont déjà fait face à une problématique d'un collaborateur formé qui s'en va. Bien sûr. Tout cet arsenal-là est vraiment là pour fidéliser et diminuer ce qui s'appelle le turnover dans l'entreprise. Concrètement, comment on met en place un dispositif de partage de la valeur, d'épargne salariale, d'intéressement ou d'actionnariat salarié, Arnaud Aymar ? Eh bien, on le met en place, donc, comme le disait Alexandre, en sollicitant l'accord des entreprises. Donc, en fonction des salariés, pardon, ouais. En fonction de la taille de l'entreprise. Donc, jusqu'à 10 salariés, ça peut être unilatéral. Après, il faut faire valider ça par le comité social de l'entreprise. Et donc, je pense qu'il est primordial de se faire accompagner par des conseils pour encadrer cette mise en place. Et surtout, je pense, le rédiger de manière intelligente. Ce qui est important et ce en quoi je crois, c'est qu'une prime d'intéressement, tout ce qui est partage de la valeur, n'est pas une charge additionnelle pour l'entreprise. Je pense que tant qu'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de partage. Et donc, oui, bien sûr. La pédagogie doit être là, donc d'accompagner l'entrepreneur à créer quelque chose qui l'aide dans son quotidien, dans l'encadrement des salariés, dans la définition des objectifs. Il faut bien comprendre qu'on ne s'engage pas à verser une charge en plus pour l'entreprise, mais que ça ne viendra qu'en fonction de la performance de l'entreprise sur l'année, c'est ça ? C'est ça. Pour moi, l'accord d'intéressement, c'est un amortisseur conjoncturel. On maîtrise sa masse salariale en fonction de la valeur ajoutée. Et quel intérêt, opportunité à mettre en place un dispositif d'actionnariat salarié dans le contexte qui est celui d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, être obligé de se poser la question de partager la valeur au sein de l'entreprise ? L'actionnariat salarié, c'est l'aboutissement finalement de la loi du partage de la valeur. C'est donner d'autres leviers aux salariés, à savoir l'enrichissement par l'appréciation de la valeur économique de l'entreprise et également les revenus générés, à savoir les dividendes. Donc aujourd'hui, voilà, moi je suis du monde de la voile, je fais la comparaison entre les grandes entreprises, les gros bateaux, plein de marins, et les plus petites entreprises qui, encore une fois, il ne faut pas oublier que la moitié des employés dans le privé sont dans les TPE, les PME. Bien sûr. Dans un grand bateau, un marin, sa contribution a finalement assez peu d'impact sur la conduite, alors que dans une plus petit navire, chaque employé va avoir une contribution beaucoup plus impactante. Et donc finalement, l'actionnariat salarié, pour moi, c'est créer une dynamique humaine autour de l'objectif de l'entreprise, à savoir créer de la valeur, générer des revenus. Et donc là, ça veut dire qu'on se met autour de la table, de la même manière que vous avez décrite précédemment, et on définit un cadre dans lequel, en fonction de la performance de l'entreprise, on peut recevoir des actions, ou en tout cas des droits à actionner des actions de l'entreprise, c'est ça, de la PME ? C'est-à-dire qu'on permet, grâce au dispositif d'épargne salariale, en l'occurrence le plan d'épargne entreprise, et tous les moyens d'alimentation du plan d'épargne entreprise, l'intéressement, l'abondement, etc., de souscrire au capital. Le salarié actionnaire est un actionnaire à part entière, et à ce titre-là, encore une fois, bénéficie de l'appréciation de la valeur économique et des revenus de l'entreprise. Alexandre Péricard, il y a quand même une question derrière tous ces sujets d'épargne salariale, d'intéressement, de participation ou d'actionnariat salarié. C'est quelle gestion financière de tout cela, que ce soit proposer des fonds dans lesquels ensuite les salariés peuvent investir, quel type de produits on propose, comment est-ce qu'on définit la valeur de l'entreprise quand on veut faire de l'actionnariat salarié. Il y a un besoin d'accompagnement à un moment, parce que là, il y a un besoin de valorisation ou tout simplement de mise à disposition d'outils financiers. Oui. Il y a un très gros besoin d'accompagnement du dirigeant dans la mise en place du plan, je dirais au plan juridique, mais aussi dans son contenu en termes de propositions financières. Je crois que les salariés ont besoin d'être accompagnés dans les choix, dans les options qui leur sont proposées à l'intérieur du plan, pour mieux maîtriser en fait les supports sur lesquels ils vont pouvoir investir cette épargne. C'est une épargne réputée de long terme. Il faut quand même le rappeler. C'est ça aussi l'esprit de toutes ces lois sur l'épargne salariale. Elle s'inscrit dans le long terme. C'est une manière pour les salariés de se constituer un complément de retraite. On est un petit peu dans le cadre de la retraite par capitalisation dans ce cas-là. Et donc, l'idée, c'est de savoir bien dans quel panier on va mettre ses œufs, quelque part. Oui, bien sûr. Et de comprendre quels sont les supports risqués, ceux qui sont moins risqués, quels sont les horizons de placement. Voilà, de créer une meilleure culture financière. Et ça, pour avancer sur ces sujets-là, les gérants d'actifs ont un rôle clé d'accompagnement.
Voilà. Mais quand on est dirigeant d'entreprise, son rôle, c'est pas forcément de mettre à disposition 20 fonds, 20 véhicules d'investissement différents. Comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on s'adosse à un partenaire? Est-ce qu'on choisit soi-même les véhicules sur lesquels les salariés vont pouvoir investir? Concrètement, cette partie-là, quel rôle du dirigeant? L'objectif, c'est pas de noyer les salariés dans leur décision de placement, leur choix de placement. Donc, c'est de leur présenter, la plupart du temps, des profils de risque. Voilà, un profil prudent, un profil équilibré, un profil plus dynamique. Alors, ce profil dynamique, il peut passer aussi par le fonds d'actionnariat salarié, justement. D'accord. Puisqu'on est sur un véhicule action, donc par définition le plus risqué. Donc, ça peut être aussi une bonne manière d'approcher le risque, puisque vous êtes salarié d'une entreprise, vous y travaillez, donc vous la connaissez. Oui, bien sûr. C'est une bonne façon. Vous connaissez ses forces et ses faiblesses, ou en tout cas la perception que vous en avez. Si vous croyez finalement à son histoire, à sa capacité de développement, vous vous dites, oui, c'est intéressant pour moi que d'investir une partie, en tout cas, de cette épargne dans le support actionnariat salarié qui représente le support le plus risqué. Les deux peuvent se cumuler. Les deux peuvent se cumuler, puisqu'on va leur donner la possibilité, alors sous forme de poids, s'exprime en pourcentage tout simplement, c'est pas compliqué, de dire, voilà, j'alloue 50% de ce qui m'est versé cette année sur le fonds d'actionnariat salarié, ou alors sur d'autres véhicules plus sécuritaires. Arnaud Aymar, je voyais que vous vouliez réagir. C'est ça, encore une fois, on choisit de souscrire au fonds d'actionnariat salarié en étant nous-mêmes acteurs en tant que salariés de l'entreprise. Bien sûr. Ouais. Et également d'autres... On parie sur soi-même quelque part. Alors sur les collègues aussi, il faut leur faire confiance. Il y a un côté responsabilisation, effectivement. Tout le monde est dans le même bateau, encore une fois, et tout le monde est acteur de la performance du fonds. Après, il est important, effectivement, de proposer une offre financière diversifiée qui va amener des risques peut-être un petit peu moins importants et qui va offrir aux salariés la possibilité donc de ne pas mettre en risque une partie de son épargne que lui-même va pouvoir mobiliser, encore une fois, à des horizons un peu plus courts liés à l'épargne salariale. Les dirigeants d'entreprise, quand on leur parle d'actionnariat salarié, ils sont plutôt réceptifs, parce que du coup, ils ont l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Et là, vous venez les voir en leur disant, mais vous pouvez même ouvrir votre capital à vos salariés. Ils sont réceptifs au sujet, ou il y a de la pédagogie à faire? Peut-être Alexandre Péricard, on finira avec vous, Arnaud Aymar. Je dirais que l'actionnariat salarié, c'est l'aboutissement, en fait, de toute une réflexion que conduit le chef d'entreprise. Ça ne se fait pas comme ça d'emblée. Je pense que chacun a aussi sa vision de ce qu'est l'entreprise. Bien sûr. En tant que responsable. L'entreprise joue un rôle social, sociétal. Ouvrir son capital, c'est faire un geste fort, c'est faire un geste... Mais c'est un geste d'engagement aussi. C'est un geste d'engagement pour susciter l'adhésion des collaborateurs, les faire participer aux fruits de la croissance. Ça, c'est du collectif. Donc ça a énormément de sens, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement évident. Donc je crois qu'il y a chez certains des volonté immédiate de le mettre en place, puis d'autres qui seront peut-être dans une démarche un peu plus progressive, qui commenceront par mettre en place un plan d'épargne, tout simple, comme d'habitude, un plan d'épargne salariale, la participation, l'intéressement, qui reste facultatif, bien sûr, oublié, et puis, dans un second temps, l'actionnariat. Arnaud Aymar, il faut se faire à l'idée, c'est ça pour certains dirigeants? Il faut se faire à l'idée, il y a un peu de pédagogie à faire, mais après on comprend assez vite les enjeux donc sur le marché de l'emploi et également, et c'est ce que l'on va retrouver de plus en plus avec ce qu'on appelle les puppy boomers, donc un vrai enjeu de transmission d'entreprise. Donc, bien sûr. C'est un vrai sujet de positionner les salariés comme des repreneurs potentiels. Donc l'actionnariat salarié contribue à ça. Merci à tous les deux d'avoir répondu à un certain nombre de questions que peuvent se poser les dirigeants de PME sur la mise en place donc, de dispositifs d'épargne salariale. Merci Alexandre Péricard, directeur général d'USS Gestion. Merci Arnaud Aymar, président de NOS. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Pourquoi passer de l'assurance vie au private equity? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Couder. Bonjour Éric Couder. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de la financière de la Seine. Et alors, on est en début d'année 2025. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on veut choisir un certain nombre d'allocations ou d'investissements si on ne ferait pas mieux, ou en tout cas si on ne pourrait pas envisager le fait de déplacer une partie de ce qu'on a placé en assurance vie sur des supports un peu plus risqués comme le private equity, Éric Couder. Oui, bien sûr. Alors d'abord, vous avez différentes classes d'actifs concernant l'assurance vie. Les compagnies d'assurance ont largement fait évoluer leurs contrats ces dernières années pour accueillir un plus grand nombre de supports dans différentes classes d'actifs. Bien sûr.
vous avez vu que le fameux fonds garanti en euros avait repris des couleurs grâce à la hausse des taux. Et avec certains bonus aussi qu'on voit encore jusqu'à la fin de l'année. Alors absolument, donc c'est ce qui a permis d'ailleurs une très belle collecte en 2024, puisque ça ne vous a pas échappé. La collecte nette de l'assurance vie était de 30 milliards environ. Bien sûr. Voilà, et donc cette année, ces offres bonus perdurent, ce qui permet d'abord de réduire l'écart avec d'autres placements bancaires de court terme, que sont les dépôts à terme et les comptes sur livret. Donc ces écarts même parfois s'inversent. Donc ça permet à l'assurance vie de collecter de nouveau. Donc aujourd'hui, on va être la moyenne va s'établir entre 2,5 2,8% avec le taux bonifié. Cela peut permettre justement d'attirer de la collecte pour les assureurs. Mais maintenant, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on fait de plus ou de différent? Et voilà. Maintenant, si vous voulez augmenter votre rendement, et là vous avez plusieurs solutions. Soit vous acceptez des échéances, soit vous acceptez l'illiquidité, soit vous acceptez la volatilité. Alors accepter la volatilité, tout le monde connaît. Les actions. Il suffit, voilà, des supports actions, obligations. Et votre unité de compte, votre support va fluctuer tout au long de votre période d'investissement, mais au final, avec un taux espéré supérieur à celui du taux sans risque. Bon. Ensuite, vous avez les échéances. Les échéances, alors une espèce d'hybride. Aujourd'hui, grâce à la hausse des taux, nous sommes capables de proposer des fonds structurés à capital garanti. Pour cela, si vous allez jusqu'au bout de votre échéance, eh bien, vous êtes sûr et certain de récupérer votre mise. Et là, vous pouvez espérer des taux aujourd'hui entre 7 et 8%. Et donc ça, c'est un investissement bloqué, entre guillemets, et on récupère à l'échéance. Alors ça n'est pas bloqué, c'est liquide. Mais vous avez, liquide, d'accord. Voilà, vous avez une valeur liquide active au quotidien, mais celle-ci peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Oui, bien sûr. Voilà, c'est à l'échéance que l'on peut récupérer son capital si celui-ci est protégé. D'où le terme de capital garanti à l'échéance. Absolument. On est assuré de récupérer au moins tout son capital si on va jusqu'au bout de la durée d'investissement. Absolument. D'accord. Et pour aller encore plus loin, avec des investissements plus sophistiqués, effectivement, et là vous êtes vraiment dans l'illiquidité, c'est le private equity. C'est ce qui vous assure certainement le meilleur rendement dans la durée, mais normalement, dans un fonds de private equity, si vous souscrivez directement, eh bien, vous ne pouvez pas sortir. Vous devez aller jusqu'au bout, et c'est la société de gestion qui vous remboursera au fur et à mesure des cessions d'entreprises. Oui, c'est ça, parce qu'on investit dans des entreprises de l'économie réelle, non cotées, et donc ensuite on laisse le fonds décider du meilleur moment de la cession de l'entreprise, et c'est à ce moment-là, finalement, en fait, on est dépendant de la stratégie de la société de gestion pour récupérer sa mise quelque part. Absolument, et surtout et le rendement du marché. Et du marché, oui, bien sûr. Il faut effectivement pouvoir céder, donc il faut qu'il y ait un marché de la liquidité sur cette classe d'actifs. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certains assureurs sont capables aujourd'hui de vous proposer des fonds de private equity au sein des contrats. D'assurance vie. Absolument. Et donc on revient au début, dans un des contrats les plus liquides du marché, on retrouve un produit qui est le plus illiquide du marché. Absolument. Et comment on fait? Alors certaines compagnies d'assurance sont capables de le faire, c'est-à-dire qu'elles vont assurer la liquidité sur une valorisation souvent hebdomadaire. Et c'est effectivement, si jamais nous étions dans une situation avec une forte décollecte, c'est le fonds général qui ferait tampon, qui assurerait donc de la réception de ces parts. Est-ce que, dernière question très rapide, on pense souvent diversification en matière de risque? Est-ce qu'il faut penser diversification en matière de liquidité également, Éric Couder? Absolument, mais surtout la liquidité dépend de vos projets, de votre horizon de placement. C'est très personnel. Et c'est là notre travail de l'évaluer auprès de nos clients. Merci beaucoup, Éric Couder, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de la Financière de la Seine. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.